Sur la première 7h36, on parlait des Oscars à l'instant. Le débat européen risque bien de s'inviter comme acteur principal à la session de printemps des chambres fédérales qui s'ouvre aujourd'hui à Berne. Première session parlementaire après ce oui à l'initiative UDC contre l'immigration de masse. Interpellations, questions urgentes, groupes de travail, groupes de réflexion en marge des débats sont au programme. Les partis politiques, des think tanks, la jeunesse estudiantine, chacun y va de sa solution pour l'avenir de la Suisse après cette votation. On le sait et on le répète, Bruxelles a déjà agi en excluant la Suisse des programmes Erasmus+ et Horizon 2020. Quant aux conséquences sur Schengen, ça on en a peut-être un peu moins parlé. Simonetta Sommaruga se rend précisément ce matin à Bruxelles pour faire le point de tout cela et d'autres sujets encore, notamment l'Ukraine. Nous allons parler avec vous, Luc Recordon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes avocat, Luc Recordon, conseiller aux États Verts vaudois, membre des commissions de politique extérieure et de l'économie. Et puis vous rentrez à peine de Malte où vous avez siégé dans une commission du Conseil de l'Europe. À ce titre-là, on va évidemment vous interroger sur la situation en Ukraine et en Crimée. Peut-être les conséquences de la comète du 9 février. On vous a assez peu entendu, Luc Recordon, dans le post-9 février. Juste pour savoir quelle est votre position personnelle, c'est une catastrophe ou pas, selon votre point de vue de Vert? On m'a entendu, pas du tout même. Pas du tout, oui, c'est ça. Parce que je pratique pas volontiers la culture de l'immédiateté qui est la mère de pas mal de défauts, en particulier de la précipitation et du travail à la va-vite. Alors là, on a quelques semaines de recul. Alors maintenant, on commence à avoir quelques semaines de recul et ça vaut la peine de repartir, mais par rapport à l'ampleur des conséquences du vote, je pense que c'est pas trop quelques semaines pour réfléchir à tête reposée, regarder ce que sont les réactions européennes. On en a quand même parlé il y a une dizaine de jours de manière très intensive à la commission de politique extérieure à laquelle vous faisiez allusion, et je dirais qu'on a eu le sentiment d'un optimisme un peu forcé, un peu de commande du côté du Conseil fédéral. Sa volonté d'apaisement se comprend, mais je pense que si on sondait vraiment les cœurs, les inquiétudes sont plus grandes que ce qui est dit. Vous parlez des cœurs, il y a le cœur et la tête en général. En politique, on essaye d'abord de penser avec sa tête. Que dit la tête? Que dit votre tête? Alors ma tête, elle dit que on a constaté des réactions assez contrastées. Il y a eu des réactions sèches et des réactions donc apparemment assez méchantes et des réactions beaucoup plus mesurées, mais que si on observe le fond du discours, tout le monde en Europe est assez sur la même ligne, c'est-à-dire comme le disait sèchement, lui, Daniel Cohn-Bendit, les Suisses doivent d'abord se débrouiller. Vous êtes sur la même ligne que Dany le Rouge ou le Vert? Je suis sûrement pas sur la même ligne que lui, parce que je suis pas de la même position que lui. Moi, je suis du côté de la défense des intérêts de la Suisse et d'une tentative d'essayer de limiter la casse. Que d'autres ont fait. C'est d'ailleurs un schéma assez fréquent. Certains cassent les pots et d'autres essayent de les recoller. C'est peut-être une vocation naturelle. Attitude plutôt constructive de votre part. On a parlé d'Erasmus, on a parlé d'Horizon 2020, avec d'autres interlocuteurs. Vous êtes là ce matin. Peut-être Schengen, ça, Madame Sommaruga est ce matin à Bruxelles pour faire le point sur Schengen. Quel risque pour Schengen après le 9 février? Alors moi, je suis content qu'on empoigne le dossier de Schengen, parce qu'il n'est pas lié juridiquement au bilatéral, mais il est venu historiquement parce que les bilatérales avaient été mises en place. C'était possible de prévoir cette libre circulation qui est très favorable à l'économie et aux touristes. La limitation des contrôles douaniers, c'est une bonne chose pour nous. Il y a l'aspect accord de Dublin aussi en matière d'asile, qui en matière de politique d'asile a une valeur plus contrastée, dirons-nous. Mais je crains, en tout cas pour Schengen, que l'Europe se dise, mais au fond, comme c'est une sorte d'annexe des différentes libres circulations, des personnes, des biens, des services et des capitaux, que ça soit remis en question. D'ailleurs, ils l'ont dit clairement. Alors à nous d'essayer de dire non, mais c'est pas lié juridiquement, il n'y a pas de clause guillotine qui affecte Schengen, et je pense que c'est bien de s'en occuper et de ne pas de s'en occuper, disons, calmement, et de ne pas faire peut-être l'erreur qu'on a faite, à mon avis,
au début en se montrant maladroit, surtout dans la communication. Qui s'est montré maladroit dans la communication? Vous parlez du Conseil fédéral? Le Conseil fédéral. Sur un point, dans l'ensemble, il a été plutôt bon dans sa réaction, cherchant à ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais avec la Croatie, j'ai pas compris pourquoi on lui avait dit les choses sur le fond, c'était juste, c'est que l'accord avec la Croatie tel qu'il était jusque-là prévu ne jouait pas, mais on l'a dit d'une telle manière qu'on a irrité inutilement, je trouve, les Croates. On aurait dû le dire comment? Parce qu'effectivement, on l'a dit de manière assez sèche, mais peut-être factuelle. On aurait dû dire ça comment? On aurait dû enluminer le discours. Ce qu'on aurait dû dire aux Croates comme à l'ensemble des Européens, mais d'abord à eux, parce que c'est eux qui sont les premiers touchés, c'est que ça tombait évidemment très mal pour eux, ce vote. Parce que ça... On aurait dû mettre les formes, quoi, c'est ça? Oui, c'est-à-dire on aurait dû leur dire qu'on allait faire le maximum pour essayer de les garder au même niveau que ce qui aurait été le cas pendant les 3 ans de période transitoire, les garder au même niveau que ce qui était prévu et le plus possible au même niveau que les Européens. On aurait dû insister sur ce côté égalité de traitement. Clairement, la Suisse a des risques de se faire exclure de Schengen, Luc Recordon. Oui, je pense. Ouais. Et quelles conséquences, en fait, là? On peut déjà les mesurer. On n'a même pas un mois de recul. Non, mais il y a les conséquences qui sont celles que tout le monde vit s'ils doivent passer des contrôles douaniers. C'est qu'on risque d'être réassujetti à des contrôles douaniers tannant et pas très, très utile dans la pratique. Et puis, ça aura des conséquences également économiques, dans le sens où probablement que les formalités de dédouanement, ce genre de choses, seront un peu plus bureaucratiques. On a lu l'UDC qui se dit fâché de ne pas avoir été invité à la consultation des milieux économiques par le conseiller fédéral Johan Schneiderman. Est-ce que ça, c'est quand même pas un impair de ne pas l'avoir invité? Alors, je ne sais pas exactement quel était le périmètre de cette consultation. Si c'est les milieux économiques qui n'avaient pas de raison d'inviter un parti plutôt qu'un autre, mais si on a invité d'autres partis et qu'on n'a pas invité l'UDC, c'est évidemment une maladresse. Une maladresse ou un impair, volontaire ou pas, hein? Comment vous voyez les choses d'ailleurs? Connaissant Johan Schneiderman, je ne crois pas qu'il ait cherché à faire volontairement mousser l'histoire, surtout que je ne vois pas l'intérêt de la chose, et que beaucoup de gens estiment qu'au contraire, on ne demande pas suffisamment à l'UDC qui a créé en bonne partie cette situation je dirais peut-être pas catastrophique, enfin j'espère pas, mais extrêmement grave pour le pays, qu'on lui demande pas assez de contribuer à essayer de la résoudre. On a une chance de sauver la libre circulation, enfin pour ceux qui le souhaitent, Luc Recordon. Tant qu'un combat n'est pas définitivement joué, il n'est pas perdu. Ouais. Mais c'est difficile. Hein. Ce sera difficile. Ah, oui. Ouais. On va voter probablement, ça encore, tout ça n'est pas sûr, sur Ecopop. Cette année, dans Ecopop, il y a écologie et population. Les Verts sont officiellement contre Ecopop. Certains sont assez sceptiques, pencheraient peut-être pour le oui. On a alors l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement qui n'est pas vert, qui est PDC, mais qui se définit comme écologiste, Philippe Roch, on l'a eu sur notre antenne il y a encore peu de temps. Qu'est-ce que vous pensez de cette position-là? Écologie et population, que dit le vert? Je trouve que là, c'est écologie et populisme. Personnellement, je pense que cette initiative, encore pire que celle qui a été votée le 9 février, adopte des solutions à la hache, beaucoup trop violentes. C'est le grand défaut de l'initiative du 9 février, c'est encore plus vrai avec Ecopop, c'est qu'en partant de constats qui sont partis justes, on utilise des solutions dépourvues de toute nuance, extrêmement brutales. Et la brutalité, c'est intrinsèquement contraire à l'écologie. L'écologie, c'est la recherche de l'équilibre entre toutes les composantes d'une société. Et si vous brutalisez des gens, si vous brutalisez un secteur économique, si vous prenez des solutions sans nuance, vous arrivez forcément à des résultats qui sont des catastrophes écologiques eux aussi. Vous dites que c'est pire que l'initiative UDC, Ecopop. Que présager du résultat? Comment vous sentez les choses là? Alors je pense que le fait qu'il y ait des exigences encore plus violentes et qu'on ait pris conscience tardivement, trop tardivement semble-t-il pour la moitié des partisans, des votants qui ont voté oui le 9 février, de la gravité des conséquences, notamment sur la libre circulation et de manière générale sur notre économie, pourtant ça avait été dit, mais pas assez bien sans doute, a pour résultat que les gens
qu'une partie de ces gens auront le bon sens de dire non mais maintenant ça suffit, on est déjà allé bien assez loin. Donc je suis quand même relativement optimiste, mais j'avoue m'être fait piéger moi-même le 9 février. Je ne pensais pas quand même qu'on irait jusqu'à une acceptation. Donc je suis extrêmement prudent et comme de ce point de vue-là, je bats ma coule, dans ce sens que je pense qu'on n'a pas été assez énergique dans notre dénonciation des conséquences de l'initiative dite contre l'immigration de masse. Cette fois-ci, il ne va pas falloir se louper. Les Verts vont concrètement s'engager contre Ecopop ? Oui, les Verts s'engagent depuis une année contre Ecopop. Encore plus, parce qu'on les entend pas trop. On voit très bien. Oui, on les entend pas trop, parce qu'à part l'amabilité que vous me faites de me recevoir, on leur a pas beaucoup donné la parole. On avait lu les communiqués avec les Verts, mais tout le monde se moque éperdument des communiqués, surtout des communiqués pleins de nuances qui, dans les médias, eux, ne donnent pas beaucoup de buzz, comme on dit aujourd'hui. Mais si on avait vraiment lu ce qu'il y avait à lire, on aurait vu à quel point il y avait d'ailleurs des propositions, elles aussi, plus en finesse. Il y a quelques Verts, des vrais Verts, qui sont quand même pour Ecopop. Hein. Alors moi, j'en ai pas vu beaucoup. On a vu la déplorable position des Verts tessinois, mais qui peut se comprendre à la rigueur. Ça, c'était par rapport à l'initiative UDC. Par rapport à l'initiative UDC du 9 février, qui peut se comprendre. Parce qu'ils étaient tessinois avant d'être Verts. Parce que la situation au Tessin est vraiment absolument dramatique. Oui. On peut vraiment comprendre qu'ils soient acculés au mur. Mais sur Ecopop, pour l'instant, Dieu merci, je n'ai pas entendu un seul Vert, en tout cas ayant des responsabilités plus ou moins notables, soit au sein du parti versus soit dans un parlement ou un exécutif, se prononcer en sa faveur.